Lorenzo et Safia. Moi je m'appelle Jordan. Jordan. Leïla. Leïla. Capucine. Tout le monde m'appelle. Comment vous connaissez mon prénom? Donc on est parti pour une croisière qui va durer 1 heure, qui va nous emmener au cœur de Paris. On démarre à côté de la Tour Eiffel, donc plutôt à l'ouest. On va remonter la Seine, se diriger vers le centre, dépasser Notre-Dame, tourner autour de l'île Saint-Louis et revenir ici. Si c'est la première fois que vous visitez Paris, peut-être pour certains, vous verrez que la croisière c'est toujours une bonne idée. On voit quand même beaucoup de choses depuis le fleuve. On va croiser presque la moitié des 7 monuments de la capitale. Je vous signale au passage qu'aujourd'hui on a une photographe officielle à bord, Vanessa. Elle va passer vous voir pour prendre des photos pour vous. Pour tous les détails, vous verrez directement avec elle. Je vous rappelle qu'on a un bar à l'étage inférieur qui est ouvert pendant toute la traversée. Ladies and gentlemen, welcome on board. Nice to meet you all. My name is Matthew. I am your guide for the cruise. So the cruise is going to last 1 hour. We start here next to the... Pour le moment, j'en parlerai plutôt au retour. Pour commencer, je vais essayer de vous dire quelques mots rapides, bien sûr, sur l'histoire de la ville de Paris. Puisque Paris, bien sûr, c'est beau. On dit parfois que c'est la plus belle ville du monde. Mais c'est aussi ancien, Paris, quand même. Puisque ça a environ 2000 ans. Paris, ça a donc environ 2000 ans. 2000 ans, ça nous ramène à l'époque de la conquête de la Gaule par Jules César et ses armées. L'époque d'Astérix Obélix, si vous préférez. Et d'ailleurs, il y a environ 2000 ans, une grosse bataille a eu lieu, à peu près en l'emplacement de la Tour Eiffel, assez sanglante, il paraît, entre donc les armées romaines et la petite tribu de Celtes, de Gaulois qui habitaient ici, et que les Romains appelaient les Parisi. Et après leur grande victoire, les Romains ont fait comme à leur habitude, ils ont créé une ville, donc une petite colonie sur la plus grosse île du fleuve, celle qu'on appelle l'île de la Cité, où il y a Notre-Dame aujourd'hui. Mais au tout départ, on l'appelle pas encore Paris. Si vous avez lu Astérix Obélix, vous savez peut-être, le premier nom de Paris, c'est Lutèce. Mais comme c'était la ville des Parisis, avec le temps, c'est devenu la ville de Paris. Et puis très tôt, on ne sait toujours pas vraiment pourquoi, à vrai dire, même aujourd'hui, c'est le premier roi chrétien de France, Clovis, qui choisit cette petite ville de seulement 10 000 habitants à l'époque, pour devenir la capitale de son royaume. Donc Paris va se mettre à pousser, et à partir de l'époque de Saint-Louis, donc du Moyen-Âge, on est à environ 200 000 habitants. À l'époque, Paris est devenue une des plus grandes villes au monde chrétien, une vraie ville géante. Mais aujourd'hui, c'est quand même très différent. Paris, c'est tout petit en fait. Et en plus, 70% des bâtiments d'aujourd'hui, ils ont été faits au 19e siècle. Puisque, en fait, entre 1855 et 1900 à peu près, c'est la période qu'on dit de l'osmanisme, où on a quasiment détruit et reconstruit Paris, sur 50-60 ans. On voulait en faire une ville moderne, un peu comme Londres, donc on a fait des belles avenues bien larges, des parcs publics, un système d'égouts, et on a remplacé toutes les maisons du Moyen-Âge par tous les beaux immeubles en pierre de taille, en calcaire, qu'on peut voir un peu partout. Depuis, ça n'a pas beaucoup changé, Paris, ça reste très marqué par le 19e siècle. So as we start the cruise, maybe quickly just a few words about Paris' history. Of course, Paris is famous for being very pretty, but it is as well pretty old. It's almost 2,000 years old. You have to imagine that 2,000 years ago, the Roman Empire, Jules Caesar and his armies, they came to France to conquer the country. And there was a big battle called Bloody Said, where today we can see the Eiffel Tower. And after the victory, the Roman Empire created a small city, a colony, on the biggest island on the river, the City Island, the one where today we can see Notre Dame Church. And then, very early, starting the 5th century, the first Christian king of France, Clovis, chose this small city of just 10,000 inhabitants to become the capital of his kingdom. So Paris started to grow, and during the Middle Age, the 13th century, there were already more than 200,000 inhabitants. Back then, Paris had become a giant city, one of the largest in the whole Christian world. But today is quite different. Paris is small, and in fact, almost all the buildings that make Paris today, they were built during the 19th century. Because between 1855 and 1900, Paris was almost completely destroyed and rebuilt over 50-60 years to become a modern city like London. They made some last streets, a sewer system, some public parks, and they replaced all the houses from the Middle Age by all of these nice-looking apartment buildings made of limestone we can see everywhere. And Paris didn't change much since. Regardez sur la gauche tout de suite, il y a la statue d'une flamme dorée sur le quai de l'Alma. Ça en fait c'est une copie de la flamme de la statue de la Liberté. Mais c'est aussi un lieu de mémoire pour la mort de la princesse Diana, puisque la pauvre princesse a eu son accident de voiture en 97 dans le tunnel qui est juste dessous. Take a look on the left, you can see the statue of a golden flame over there. A copy of the flame of the Liberty statue of New York. But mostly famous in Paris for being the memory spot for the death of Diana, the princess who died in 1997 in the tunnel of the Diff. And look on the left as well under the bridge, and you can see a famous statue. Regardez la statue du Zouave à gauche sur le pont. This statue is well known because used by the Parisians as an easy way to check the level of the river. When the feet of this statue are underwater, a flood is coming away.
La statue à gauche sur le pont, si elle est très célèbre à Paris, c'est parce qu'on s'en sert comme un marqueur pour les crues de la Seine. En fait, quand les pieds de la statue sont sous l'eau, ça veut dire qu'une crue commence, c'est-à-dire que le fleuve va déborder. Et puis donc quand je vous disais au départ, là on est encore à l'ouest de Paris, donc ça veut dire qu'on est au milieu des beaux quartiers. Puisque depuis l'époque d'Haussmann, justement à Paris, il y a tous les beaux quartiers. À l'est, riche, il y a à l'est, où il y avait quand même beaucoup d'usines, il y a des quartiers plus populaires comme Belleville. Par exemple, là à gauche, on longe donc le 8e arrondissement de Paris. C'est l'arrondissement des Champs-Élysées. C'est là qu'on va trouver parmi les meilleures rues marchandes de luxe de Paris, comme la rue du Faubourg Saint-Honoré, l'avenue Montaigne, qui est la plus chère en Monopoly, pour ceux qui ont joué. C'est là aussi qu'on trouve la plupart des ambassades, et pas moins de 6 palaces parisiens. En fait, les palaces, c'est les hôtels 5 étoiles plus, hein, c'est le top du top. Il y en a 31 en France, sur les 31, il y en a 12 à Paris, et sur les 12, il y en a 6 juste dans le 8e arrondissement. C'est un peu la vitrine de la capitale. So like I said earlier, for the moment, we are still quite on the west side of Paris. And that means that we're in the middle of the wealthiest district of the city. Because here, since the 19th century, you have all the wealthiest area on the west, and on the east side, where used to be the factories, today we can see some more popular districts. For example, on the left, we follow the district number 8, so the district of the Champs-Élysées Avenue, where you will find some of the best fashion luxury streets of Paris, like Saint-Honoré Street or Montaigne Avenue, almost all the embassies, and 6 of the 12 palaces of Paris. The palaces, they are the 5-star plus hotels, the best hotel possible. We have just 31 in France, over the 31 there are 12 just in Paris, and over the 12, 6 only the district number 8. It's like the window of France. Regardez maintenant devant nous, mais un peu sur la gauche, à côté du pont, il y a ce gros bâtiment en verre et métal, avec un drapeau au sommet. Ça, c'est ce qu'on appelle le Grand Palais. C'est un grand centre d'exposition qu'on a fait en 1900, c'était l'exposition universelle. On l'a fait juste avant l'électricité. Donc c'est une très grande verrière, il fallait laisser rentrer beaucoup de lumière naturelle. En fait, c'est la plus grande verrière d'Europe. Là, il est fermé, il a un peu tendance à glisser vers la Seine, ce bâtiment. On le restaure et il va rouvrir en 2024. Look on the left, next to the bridge, you can see there is a very large building made of iron and glass, and a French flag on the top. It is called the Grand Palais, the Grand Palace. One of the largest exhibition centers of Paris, made in 1900 during the World Fair. And in front of us, you can see a very special bridge, Alexander the First Bridge, but nicknamed the prettiest bridge of Paris. Created as well for the World Fair, 1900, made of iron, which is quite rare for the bridges in Paris. A lot of decoration, very pretty. If you look at the center of the bridge, for example, you will see there are 2 statues of women. They represent the river, la Seine. And between the 2 statues, you can see a golden boat. It's a bit strange, but the boat is the official symbol for Paris City Hall. Regardez devant nous, il y a un très beau pont en métal qui se rapproche, c'est le pont Alexandre III, mais on le surnomme le plus joli pont de Paris. C'est vrai qu'il est très beau, hein, en métal, on l'a fait en 1900 pendant l'exposition universelle. Il est très bien décoré. Regardez au milieu du pont, par exemple, on voit 2 statues de femmes. Elle représente la Seine sur laquelle on est. Et entre les 2 femmes, on voit un bateau doré. En fait, le bateau, c'est le symbole de la mairie de Paris. Et devant nous, il y a un autre pont dont j'ai envie de vous parler. Je vous rassure, je ne vais pas tous vous les faire. On a quand même 37 à Paris. Mais le prochain, il est un peu particulier. C'est le pont de la Concorde. On l'a fait en 1793, donc pendant la Révolution française. Et justement, il raconte un peu une histoire de la Révolution, ce pont. Mais pour bien le comprendre, il faut connaître son petit secret. Vous allez voir qu'on va se rapprocher, qu'à la gauche du pont devant nous, on va voir l'obélisque de Paris, puisque sera à gauche la place de la Concorde. Mais qu'on a appelé autrefois la place de la Révolution française. Comprenez que sous la Révolution, sous la Terreur, quand les choses deviennent un peu sanglantes, c'est là qu'on installe la guillotine. On y a coupé sur cette place de la Concorde environ 1300 têtes, dont celle du roi. On la surnommait la place rouge. Et à la droite du pont de la Concorde, vous allez voir dans un moment la façade de l'Assemblée nationale, du Parlement, en restauration malheureusement. Mais du coup, à l'époque de la Révolution, il fallait relier 2 endroits très importants, très symboliques. Donc pour faire le pont, on a utilisé les pierres de la prison de la Bastille. Donc quand vous marchez sur le pont de la Concorde, vous marchez sur les pierres de la prison de la Bastille et donc vous foulez aux pieds, sans vous en rendre compte souvent, la tyrannie du roi de France. C'est un symbole. In front of us, you can see another bridge, quite interesting. Concorde Bridge, designed in 1793, so during the French Revolution. But to really understand the meaning of this bridge for the French, take a look on the left, and we can see the obelisk over there. It is Place de la Concorde.
which used to be called the place of the French Revolution. Understand that during the Revolution, when things went very bloody, out of control, this is where they put the guillotine. They cut over there maybe 1,800 heads. So it was nicknamed the Red Place. And on the right, this building under restoration is the French Parliament, Assemblée Nationale. During the revolution, to connect these two places, which was very important, to make the bridge, they used stones coming from the destruction of La Bastille prison. This way, if you walk on the bridge, you step over the stone of La Bastille, and as a symbol, you step over the stone that represents the tyranny of the king. On est en train de gagner. Regardez sur la droite, on voit des beaux immeubles d'habitation parisiens, assez classiques à vrai dire. C'est vrai qu'à Paris, on voit beaucoup de belle architecture. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de style architecture parisien. En fait, ce qui est unique à propos des bâtiments de Paris, c'est la hauteur. Pour les standards de la France, depuis le Moyen-Âge, Paris, c'est quasiment une ville de gratte-ciel. En fait, presque tous les bâtiments parisiens font minimum 5 étages, assez souvent plus, 6 ou 7. Du coup, bien que Paris soit quand même très petit en surface, c'est très densément peuplé. Il y a à peu près 20 000 habitants par kilomètre carré. C'est plus que Tokyo au Japon, par exemple. If you take a look on the right, you can see some pretty nice looking apartment buildings, like we can see almost everywhere in Paris streets. The city is famous for architecture. But to be a bit precise, it is not the architecture from Paris. There are no Parisian style. What is unique about the Parisian building is the height. For France, since the Middle Age, Paris is almost a city of skyscrapers. I mean, almost every building here is at minimum 5 stories, quite often 6, 7. So because of that, even though Paris is really small, it has a very dense population. Almost 20,000 people per kilometer square, which is more than Tokyo in Japan, for example. Sur la droite, maintenant, il y a un petit musée parisien qui n'est pas très célèbre, avec son dôme vert et un drapeau au sommet. C'est le musée de la Légion d'honneur, collection de médailles et d'uniformes militaires. Mais le bâtiment est quand même connu. Regardez-le bien, ce bâtiment à droite, il pourrait vous rappeler quelque chose. C'est censé être un des modèles pour la Maison Blanche américaine. Take a look on the right, we can see this small building, the Green Dome and the French flag, a museum about military uniforms. So not famous for the collection, but look at the facade. It might remind you something. It is supposedly one of the models for the White House of Washington. Et sur la droite toujours, maintenant, il y a un gros bâtiment en pierre, en métal et en verre, très massif. Aujourd'hui, c'est un musée, mais c'est très facile de deviner à quoi il servait à l'origine. Regardez bien, il y a des grosses horloges. Dessous, il y a des noms de villes qui sont marqués. On voit Paris-Orléans, par exemple. Donc, à l'origine, c'était en fait une gare. À la gare d'Orsay, mais aujourd'hui, c'est le musée d'Orsay. On l'avait fait en 1900, mais dès 1940, en fait, les trains étaient devenus trop longs pour lesquels la station. Donc, on a abandonné le bâtiment et en 87, finalement, c'est devenu un nouveau musée pour les collections d'art de Paris entre 1848 et 1914. C'est la plus grande Moyen-Âge, il y avait beaucoup de gens ici. Mais depuis Haussmann, c'est assez différent. Maintenant, Saint-Michel, vous voyez les N dessus, un N comme Napoléon III, qui était le neveu du célèbre Napoléon. In front of us, there is a small bridge, Saint-Michel Bridge. You can spot the N written on the arcade. They refer to Napoleon III, as the nephew of the famous Napoleon. Et puis ça y est, on voit Notre-Dame. D'abord, ça c'est juste pour ceux qui comprennent le français. Regardez le bâtiment qui est sur le quai à gauche avec un drapeau, juste avant Notre-Dame. C'est la préfecture de police de Paris. Et de façon assez amusante, c'est à cause de ce bâtiment qu'on appelle les policiers français des poulets, figurez-vous. Puisque avant ici, il y avait un gros marché à volailles. Les policiers sont allés s'installer chez les volailles, chez les poulets. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à les surnommer ainsi. Mais sinon, regardez Notre-Dame. Vous voyez les tours jumelles, elles font 69 mètres de hauteur. C'était en fait le bâtiment le plus haut de Paris jusqu'à la Tour Eiffel. Regardez bien aussi la Grande Rose qui nous fait face. Elle fait à peu près 9,50 m de diamètre. Lorsqu'on l'a construite au XIIIe siècle, c'était la plus grande rose de ce type dans tout le monde chrétien. Et devant la rose, il y a des statues. En fait, c'est Marie à l'enfant entre deux anges. Et bien, c'est Notre-Dame. C'est donc la cathédrale, c'est la plus grande église de Paris et aussi une des plus anciennes, sauf qu'on l'a fait sur quasiment 2 siècles, entre 1163 et 1345. So finally, we can see Notre Dame Church. From here, take a look at the big rose window facing us, almost 10 meters of diameter. Back then, during the 13th century, it was the largest rose of this type in the whole Christian world. In front of the windows, there are some statues, Mary holding Jesus between 2 angels, Notre Dame. And you can see as well the big twin towers. They are 69 meters tall. Notre Dame was the highest building of Paris until the Eiffel Tower.
It is a cathedral, so the largest church of Paris, but also one of the oldest. But to be fair, designed over almost 2 centuries, between 1163 and 1345. But sadly, as I'm pretty sure you heard about, 3 years ago, everything almost collapsed completely in a fire. What burned was very rare, and the wooden frame of Notre Dame, nicknamed the Forest, still intact from the Middle Age. Sadly, it disappeared completely with the spire and the rooftop. We almost lost Notre Dame completely. We have to thank the firemen, as there were 600 fighting the flame. They took a lot of risks, they were wounded, but in the end they won this fight. And as you can see, right now they are working on the restoration. The idea is to remake everything the same, and it should be ready quite soon in 2024. Regardez Notre-Dame, un couvert d'échafaudage, l'air de rien, vous voyez quelque chose de rare, puisque Notre-Dame n'avait en fait jamais brûlé. Elle avait donc encore intact sa charpente d'origine, la forêt, faite de 1300 chênes très anciens. Malheureusement, tout ça c'est parti en fumée, avec le toit et la flèche et quasiment toute l'église. En fait, c'est les pompiers de Paris qui ont été héroïques, qui ont sauvé le bâtiment en prenant beaucoup de risques, en se mettant en danger. D'ailleurs, ils ont été blessés, mais au final, ils ont sauvé Notre-Dame. En ce moment, on fait donc la restauration et on va tout refaire à l'identique. En fait, l'idée, c'est de tout reconstruire, comme c'était au 19e siècle, et ça devrait être prêt assez rapidement pour 2024, pour les Jeux Olympiques. Le planning paraissait un peu serré à beaucoup de monde. Pour le moment, soyons honnêtes, ils avancent bien. And now, as you can see, we're on the east side of Île de la Cité. So what you're about to see on the left is actually the second island of Paris, the one they call Saint-Louis Island. Saint-Louis was a French king during the 13th century. I should say the second natural island, and we do have more, but they're artificial. This second one is very close to the first one, but they are very different. A smaller surface, but a bigger population. As you can maybe guess, if you look at it, there are only apartments here. It's a big residential area. Apartment pretty old, actually, 18th and even sometime 17th century. I should also add it's a very exclusive residential area. Since the 18th century, the wealthy Parisians always loved Saint-Louis Island. So even today, it's very expensive to live here. It's not rare to pay 15,000 euros for 1 meter square. Later, we're going to turn around to see the other side, and we will see some of the most famous private houses of Paris, because of course many of them are here. Sur la gauche, maintenant, donc on longe la deuxième île naturelle de Paris, l'île qu'on appelle l'île Saint-Louis. Je dis naturelle parce qu'en fait on a plus d'îles que ça à Paris, mais on n'a que 2 naturelles qui sont là depuis le début. Elle est plus petite que la l'île de la Cité, mais il y a une plus grosse population d'environ 2300 habitants. Et ça se comprend bien en la regardant. En fait, il n'y a que des appartements ici. C'est une grande zone résidentielle. Et ces appartements sont assez vieux, souvent du 18e, voire 17e siècle. Je devrais préciser par contre que c'est une zone très riche. Seulement les plus riches parisiens peuvent habiter ici, puisqu'on paye facilement 15 000 euros du mètre carré. En fait, depuis le 18e siècle, les Parisiens riches adorent l'île Saint-Louis. Et ça n'a pas changé. Tout à l'heure, on va tourner autour de l'île, et de l'autre côté, on verra parmi les plus belles et les plus célèbres maisons privées de la capitale, puisqu'on a beaucoup effectivement ici. Le bâtiment moderne à droite tout de suite, qui est un petit peu fait en verre, ça c'est l'Institut du monde arabe, c'est un grand centre d'exposition des années 90. On the right, this big modern building behind the trees is the Arabic Institute, a big exhibition center made during the 90s. Et depuis maintenant, ça y est, on est au niveau de la pointe est de l'île Saint-Louis. Alors c'est là qu'on va faire demi-tour. On va prendre le bras nord de la Seine et retourner bien tranquillement vers la Tour Eiffel. Sur la droite, c'est ce qu'on appelle le quai Saint-Bernard, tout ça, avec les arènes du quai Saint-Bernard. Là tout de suite c'est très calme, mais revenez ici en fin d'après-midi, en début de soirée, s'il pleut pas, et vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent là pour danser, la salsa notamment, c'est très populaire. Avant, c'est là qu'on déchargeait le vin qui arrivait par bateau pour le stocker à Bercy. Et puis on va tourner ici, mais c'est pas pour autant bien sûr que Paris s'arrête ici. C'est juste que nous, on reste dans les quartiers du centre. Et j'en profite pour vous faire remarquer que c'est vrai que Paris, pour une ville moderne, pour une capitale, c'est quand même très petit. On se rend pas compte à quel point. Paris, ça fait juste 105 km². Pour comparer un petit peu, par exemple, Berlin, qui est quand même pas très loin, ça fait environ 900 km². Londres, ça fait 1500 km². Marseille, ça fait 240 km². Donc Paris, c'est quand même minuscule.
Mais c'est quelque chose qui va peut-être changer justement, puisque le gouvernement, qui est conscient un peu de ce problème, parle parfois du projet du Grand Paris. En fait, l'idée serait d'inclure dans la capitale toutes les banlieues proches, et si on le faisait, on passerait d'environ 2 millions d'habitants à environ 12 millions. Donc quand même une très grosse augmentation en taille. Mais du coup, c'est très dur à mettre en œuvre, ça coûterait cher, peut-être pas très écologique non plus. Donc pour le moment, c'est pas sûr du tout, c'est juste une idée. So finally, this is where we are going to turn around to take the north branch of the river and go back toward the Eiffel Tower. On the right, this is what we call Saint-Bernard riverbank. Right now it's very quiet, but go back there at the end of the afternoon and you will see many people go there to dance, salsa mostly, very popular. During the 19th century, this is where they used to unload the wine coming from Bordeaux for the Parisian. And we turn, but of course Paris doesn't stop here, we just stay in the center. But it is true, this being said, that for a modern city, for a capital, Paris is indeed very small, just 105 km square. To compare, Berlin, for example, is around 900 km square. London, 1,500 km square. So Paris is really small, but it could change maybe. Because sometimes the French government talk about what they call the project of the Great Paris. The idea will be to include into Paris all the suburbs. And if they were to do that, Paris' population will jump from 2 million to almost 12 million inhabitants. So a huge increase in size. But maybe because of that, it's not sure at all. It will be very expensive, very difficult to organize. So for the moment, just an idea. D'ici on a une belle vue sur le dos de Notre-Dame. Bon, habituellement c'est un très beau paysage parisien. Bon là il y a les échafaudages qui mettent un peu la vue. Vous remarquerez juste pour le plaisir d'anecdote, à côté de Notre-Dame il y a comme une grande grue. Elle fait 86 mètres de haut, c'est une des plus hautes grues d'Europe à l'heure actuelle. Mais il fallait bien ça pour travailler sur la restauration. From here we have a nice view on the back of Notre Dame Church. You can see next to the church there is a huge crane, 86 meters tall, right now one of the highest crane you can find in Europe. But it was needed to work on Notre Dame. Et plus ça y est, on s'engage dans le bras nord de la Seine, donc on va longer l'île Saint-Louis sur la gauche, et plus précisément, on va longer la partie de l'île qu'on appelle le quai d'Anjou. En fait, c'était un quai qui n'est bordé quasiment que d'hôtels particuliers, donc de maisons pour les Parisiens très riches. On dirait un peu des appartements comme ça, mais non, ça appartient à une personne. Et justement, la plus célèbre et la plus chère maison privée de Paris, c'est la première qu'on va voir à gauche après le pont. On la voit déjà en fait. C'est le bâtiment qui dépasse un peu sur la gauche avec une espèce de rotonde, de tourelle circulaire en pierre devant. C'est l'hôtel de Lambert, racheté récemment par Xavier Niel pour la modique somme de 200 millions d'euros. Hein, c'est très très cher parce que c'est une création en fait ce bâtiment de Louis Levaux, l'architecte du palais de Versailles, et décoré par Charles Lebrun, tout ça vers 1640. C'est un petit Versailles à l'intérieur. Donc c'est exceptionnel, très cher, malheureusement fermé au public. After the bridge, take a look on the left and you will see the most famous and expensive private house of Paris. Here. This building on your left, with a tower in front of it, look like an apartment building, but in fact it is a private house, a private hotel. Hôtel Lambert. Sold recently to a new owner for 200 million euros. Very expensive because this building actually was made by Louis Levaux, the main architect of Versailles Palace, and decorated by the greatest artist of the 17th century. So it's like a small Versailles inside. It's a very special building. In fact, all these buildings. In fact. All of these buildings on the left, they are all private houses. They belong, like I said, to the wealthiest Parisian. They don't look like much, but you have to imagine that behind the doors you have courtyards, gardens, everything. Another famous one, for example, is the one you can see right now with some gold on the balcony. Hôtel de Lausanne. This one was made in 1650. Tout de suite sur la gauche, il y a un hôtel particulier avec de l'or sur le balcon là. Ça c'est l'hôtel de Lausanne. C'est une autre maison privée très célèbre qui date d'environ 1650. Et devant nous, il y a un autre pont intéressant. Il est vieux, ça se voit parce qu'il est en pierre et puis il est étroit. On l'appelle le pont Marie.
On l'a fait en 1635, en fait c'est le deuxième le plus vieux de la capitale. Mais c'est plus connu, à vrai dire, pour être un pont romantique. On est à Paris, hein, c'est la ville de l'amour. Donc une légende prétend que les couples qui s'embrassent et qui font un vœu en passant sous le pont Marie verront leur vœu se réaliser. On marquait aussi la petite statue rouge un peu bizarre qui est juste là. Ça c'est le travail d'un artiste toulousain, un street artist comme on dit. Ça représente un enfant avec un bonnet d'âne qui est mis au coin. Parce que souvent sous les ponts c'est là que les gens un petit peu marginaux, les gens qui n'ont pas vraiment d'endroit où aller se retrouvent. In front of us, you can see a pretty old bridge, as you can maybe guess, made of stone, quite narrow. Mary Bridge, designed in 1635, the second oldest, but mostly famous for being a love bridge. It is said that if couple kisses and make a wish as they go under, their wish will come true. Paris, after all, is the city of love. Là on est toujours dans les quartiers du centre parisien. En fait le centre exact de Paris c'est juste devant Notre-Dame. Mais on est un petit peu décalé vers l'est. Donc le quartier qu'on longe là à droite par exemple c'est le quartier du Marais. C'est un peu bizarre comme nom pour un quartier, le Marais. Mais en fait à Paris jusqu'au XIe siècle à peu près, tout ce qui est au nord de la Seine c'est que des marécages. Donc Paris a d'abord poussé vers le sud et seulement après vers le nord. Et même aujourd'hui, quand on a des crues parisiennes, vous pouvez être sûr que le Marais sera le premier quartier sous les eaux. C'est un quartier inondable. Mais en même temps c'est très chic. Puisque les nobles français adoraient habiter là jusqu'au XVIIIe siècle à peu près. Donc il y a beaucoup d'anciennes maisons faites pour eux, qui sont toutes devenues des musées, des bibliothèques, c'est très beau à visiter à pied si vous avez le temps. On dit parfois que c'est le quartier le plus aristocratique de Paris. C'est aussi un peu un quartier de stars, de starlettes, beaucoup d'acteurs, d'actrices, gens qui travaillent à la télé habitent par là. On s'arrête quelques instants pour que les bateaux devant nous puissent avancer un peu et puis on continue. So if you remember what I said, right now we are still in the center of Paris. To be precise, the exact center is right in front of Notre Dame Church. But we are a tiny bit on the east side, so in fact the district we are following on the right is called the Swamp, le Marais. It's a bit weird for a district name, but in Paris until the 11th century, everything north of the river used to be a swamp area. So Paris expanded towards the south first and then after towards the north. And even today, when there are floods, it happens sometimes, this district is for sure the first one underwater. But at the same time, it's a very exclusive district. Many actors, actresses, people who work for the French TV love to live here. So, so the real estate is very expensive. And also a very nice place to visit if you have time for a walk. It used to be the favorite place of the French noble until the 18th century. So there are many beautiful buildings that were made for them that became museums, libraries, a big kind of thing. Nice place for a walk. We wait a bit, just the time for the boat in front of us to do their thing and we go after them. Saint-Gervais, Saint-Pontin Church. Very beautiful. If you have time, it is a church that marks the entrance to the Marais, ce soir. Voilà, et puis maintenant si vous regardez sur la droite, on commence à voir un grand bâtiment blanc, juste ici, assez décoré, qui a l'air assez ancien, c'est la mairie de Paris, c'est l'hôtel de ville. C'est là que Anne Hidalgo, la maire de Paris, travaille. Ça a l'air assez vieux tout ça, en fait c'est un bâtiment du début du XXe siècle, donc récent, mais c'est une copie de la mairie qu'a fait faire François Ier. Et ça fait plus de 400 ans que la mairie est là. Devant la mairie, il y a la place de l'hôtel de ville qui est ancienne place de grève. En fait, il y avait une plage de sable ici où on débarquait les marchandises. L'expression faire la grève, ça vient d'ici. On the right, this big white building, quite pretty, is Paris City Hall. It looked old, but in fact it's a modern copy of a building designed in the French Renaissance 400 years ago. The place in front of the City Hall used to be during the Middle Age the execution grounds, place de grève.
Là, le bâtiment sur la gauche, maintenant un petit peu sale, à vrai dire, c'est l'Hôtel Dieu. C'est le plus ancien hôpital de la capitale, à vrai dire, en cours de conversion en centre commercial. En fait, on refait toute l'île de la cité pour prévision des Jeux Olympiques. On the left, you can see a big building, but a bit dirty, a God Hotel, the oldest hospital of Paris. But it's being converted right now into a new shopping center. For the Olympic Games, the government is remodeling the whole island. Et devant nous maintenant, vous allez voir un très beau bâtiment qui a l'air un petit peu de sortir du Moyen-Âge, sur le côté gauche du fleuve, avec plein de tours du 15e siècle. Voilà. Ce bâtiment sur la gauche, qui a l'air assez ancien, on l'a déjà vu en fait, c'est l'autre côté du palais de justice, de la conciergerie. Regardez la première tour, celle qui est un peu carrée, c'est la tour de l'horloge, puisque à la base, effectivement, on voit un cadran d'horloge qui date de 1585, qui est très beau. So on the left, in front of us, this building, the tower, is the other side of the Justice Palace. Look at the first tower, the squared one. On the base, there is a clock, made in 1585, the clock tower. So like I said, it was the house of the king and the queen, but they left for the Louvre during the 14th century. So after the departure of the king, this building was converted into a new place to judge the criminal and the prison. It still works today. If you do something very bad, they can keep you underground for 24 hours, and it has a very bad reputation. But at the same time, this prison was mostly famous during the French Revolution. It became the last prison before going for sure to the guillotine. So they had a few famous prisoners, like the French Queen, Marie Antoinette, and even today it's possible to go in to visit and see what's remained of the women's prison. A bit scary, but quite interesting. Sur la gauche donc, c'est l'ancienne maison des rois, mais abandonnée pour le Louvre. En fait, on en fait un lieu pour juger les criminels et une prison. Il y a toujours le dépôt à l'intérieur. On peut vous garder dans le sous-sol pendant 24 heures en attente du procès. D'ailleurs, ça a très mauvaise réputation, c'est très insalubre. Mais en même temps, cette prison, elle était surtout célèbre sous la Révolution. C'est devenu l'antichambre de la guillotine, la prison de la terreur. Donc Danton, Robespierre, Marie-Antoinette sont tous passés par là. Et d'ailleurs, ça se visite encore. On peut voir ce qui reste notamment de la prison pour femmes. On trouve aussi à l'intérieur la Sainte-Chapelle, qui est un très beau bâtiment gothique. Et sinon, pour changer un peu d'époque et de côté, regardez sur la droite, à côté du Pont Neuf, il y a un très beau bâtiment art déco, donc des années 30, qu'on appelle la Samaritaine. Il y a 15 ans, c'était un grand centre commercial, on peut trouver de tout, c'était pas cher. Mais ça a fermé il y a 15 ans pour restauration, et ça a rouvert sous la forme d'un centre de shopping de grand luxe. C'est très cher. Très cher. On peut y acheter des montres à 200 000 €. On the right, you can see a big building from the 30s, very pretty, la Samaritaine. 15 years ago, it was a popular mall for everybody, quite cheap, but it closed for restoration, and finally it reopened last year, but as a new luxury shopping center of Paris. Nice place, but very expensive. You can buy a watch for 200,000 €. It is Paris. And on the left, behind the island, there is a building with two flags over there on the top. The Mardi Hotel. During the 18th century, it was a place to forge the body and the medals in Paris, today the Mardi Museum. Sur la gauche, derrière l'île de la Cité, il y a ce bâtiment tout plat, avec deux drapeaux au sommet. Ça, c'est l'hôtel de la monnaie. En fait, c'est là... C'est quoi ? Et j'ai 27. En fait, c'est là qu'on forgeait la monnaie avant. C'était pour fabriquer la monnaie et les médailles. Aujourd'hui, c'est le musée de la monnaie. J'ai ma carte. Et bien tenté. Moi aussi, j'ai ma carte. Et puis sur la droite, ça y est, on vient au niveau du musée du Louvre. On va allonger d'un petit peu plus près. Donc pour être plus précis, ce qu'on voit tout de suite à droite, c'est la partie qu'on appelle la cour carrée du Louvre. Ça, c'est la partie la plus ancienne. La forteresse dont je vous ai parlé du XIIe siècle, le tout premier Louvre, il y a 800 ans, était juste là. Donc c'était la limite ouest de Paris au Moyen-Âge. On the right, we are back at the Louvre, but we are a bit closer. So to be more precise, this is the oldest part of the Louvre you see right here. It's called the Squared Courtyard. The fortress I told you about, the very first Louvre of the 12th century, used to be here. So there is a middle edge, it was the west limit of the city. Et après la tour carrée, on va donc longer pendant 270 mètres cette longue galerie qu'on appelle la galerie du bord de l'eau ou la grande galerie du Louvre. C'est vrai qu'elle est très près du fleuve, cette galerie. D'ailleurs, pour un musée, c'est pas une très bonne idée. Quand il y a des crues parisiennes, bah, parfois l'eau s'invite dans le Louvre et les collections sont un peu en danger. Mais on cherche des solutions. Et la galerie, c'est le roi Henri IV qui l'a fait faire. En fait, Henri IV, à son époque, il avait eu un petit problème. Il s'était retrouvé avec deux palais royaux. Il avait sa forteresse qui est juste là, mais la reine, Marie de Médicis, elle a fait construire un autre palais royal à l'italienne, 300 mètres à l'ouest,
le palais des Tuileries. Et c'était plus confortable. Donc Henri IV avait très envie d'aller habiter chez sa femme, mais il avait peur qu'on l'accuse d'abandonner le palais de ses pères. Donc il a tranché le problème en faisant connecter les deux bâtiments avec un long couloir. C'est cette galerie qu'on est en train de suivre. Et dès le départ, d'ailleurs, cette galerie, on s'en est servi pour exposer la collection des rois de France. D'une certaine façon, c'est un peu le point de départ du musée du Louvre. Même si le vrai musée, on l'a créé pour la toute première fois pendant la Révolution, en 1793. And now, on the right, this is a part of the Louvre they call the Great Gallery, or the Riverside Gallery. As you can see, it is indeed very close to the river, a bit too much to be fair. When there are floods, the Louvre collection can be in danger. But there are working solutions. And the gallery was designed during the 17th century. Back then, the king, Henry IV, he had a small problem. He ended up with two old houses. He had his fortress, I told you about, over there. But right here, there was another house, Tuileries Palace, made for the queen. 300 meters to the west, and it was much more comfortable. So the king really wanted to go live at the right place, but he was afraid of being accused of leaving behind the house of his fathers. And so he asked his architect to connect the two buildings to create one big royal palace. And from the start, this gallery was used by the king to expose the own private art collection. So in a way, it was the first idea of a Louvre museum. Après le Louvre, maintenant, on va longer sur la droite toujours les jardins du Louvre, qu'on appelle les jardins des Tuileries. Alors bien sûr, d'ici, on voit pas grand-chose, mais si vous allez au Louvre et que vous avez un peu de temps, allez quand même vous promener dans les jardins des Tuileries. Ils sont très célèbres, très intéressants. Il y a même un fantôme qui les hante, figurez-vous. Et en plus, des jardins typiquement la française, je jure. Il y a un fantôme qu'on voit pas souvent quand même, tous les siècles à peu près. Ce drôle de nom de Tuileries, en fait, ça fait référence au fait qu'au Moyen-Âge, ici on était en dehors de la ville et il y avait des dépôts d'argile. Donc il y avait une petite usine pour faire des tuiles pour les toits de Paris, une tuilerie. De manière générale, de toute façon, c'est vrai que les Parisiens, ils ont toujours eu quasiment tous les matériaux pour construire juste à côté. Il y avait de l'argile juste à l'ouest, au nord à Montmartre il y avait du gypse pour faire du plâtre, et au sud il y avait beaucoup de pierres calcaires. Mais tout ça, ça a eu des conséquences sur le Paris d'aujourd'hui. Parce qu'à vrai dire, on a beaucoup trop creusé sous la capitale pendant 2 générations, sans faire attention, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de tunnels sous Paris. En fait, sous la ville, il y a un immense réseau de souterrains qu'on appelle les catacombes. Ça fait 280 km de tunnels, c'est plus grand que le métro. Si on se perd dans les catacombes, on peut très bien en mourir parce que c'est un vrai labyrinthe. Donc c'est fermé au public, à part pour une toute petite partie au sud, place d'Enfer, où on a vidé tous les cimetières du Moyen-Âge. Donc dans les catacombes de Paris, il y a près de 6 millions de squelettes humains. En fait, c'est la plus grande nécropole du monde. On the right, we are following the Louvre Gardens. They are called Tuileries Gardens. If you ever go to the Louvre and you have a bit of time, maybe go take a walk. You will see they are very interesting and quite typical of what we call the French style gardens. This name, Tuileries, it means a tile making factory. During the Middle Age, here we were outside the city and there were a few clay deposits. So there was a small factory to make some tiles for Paris rooftop. The thing is, the Parisians, they always had almost all the material for construction and very close. Clay right here on the west side, but also gypsum to make plaster in the north, and in the south a lot of limestone. But it had consequences. I mean, there was so much mining under Paris for generations that today there are way too many tunnels under the city, especially what they call the catacombs. A huge maze of tunnels, 280 kilometers of tunnels, so bigger than the metro system. If you get lost in the catacombs, you might very well die, and you are in deep trouble. It's a real maze. So it's closed to the public, except for a small part you can visit in the south at D'Enfer Place, where they emptied all the graveyard of Paris from the Middle Age. So in the catacombs, there are 6 million of human skeletons. It is in fact the largest necropolis of the world. Sur la droite, on est au retour à la place de la Concorde, on voit l'obélisque, dont j'ai rien dit, il est quand même joli. En fait, c'est le plus vieux monument de Paris, ça a 3000 ans, c'est plus vieux de 1000 ans que Paris. Il est dédié à Ramsès II, le pharaon. En fait, c'est un cadeau de l'Égypte à la France en 1830 pour remercier le travail de quelqu'un qui s'appelait Champollion. Je sais pas si ça vous dit quelque chose les enfants. C'est le premier chercheur qui a réussi à traduire les hiéroglyphes. Donc c'était un cadeau de remerciement, mais ça a pris 8 ans pour le ramener à Paris. Ça a pris 8 ans pour ramener l'obélisque à Paris, puisque ça pèse 230 tonnes.
C'est très lourd, donc c'était très difficile. On the right, we can see the obelisk of Paris. In fact, it is the oldest landmark of the city. 3,000 years old, so older than Paris. It was given to France by Egypt in 1830 to thank the work of a scientist named Champollion, the first one who managed to decipher the hieroglyph. So it was a big thank you gift, but very difficult to bring back. It's 230 tons, so it took 8 years of effort to the king engineer. But they did it in the end. Sur notre gauche, maintenant, il y a un bâtiment que j'ai gardé pour le retour, avec 2 drapeaux au sommet, juste ici, un européen, un français, c'est un ministère, il est au bord de l'eau, c'est celui qu'on surnomme le Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères. On the left, you can see a building from the 19th century, with 2 flags on the top, the French Ministry of Foreign Affairs, more well known by its nickname, the Quai d'Orsay. Et on va repasser sur ce pont Alexandre III qui est très joli, mais on l'a déjà vu. Donc cette fois-ci, plutôt que le pont, il faudra regarder à gauche, juste avant le pont, et vous allez voir le dôme de l'hôtel des Invalides. C'est pas un hôtel, c'est un hôpital militaire créé par Louis XIV pour ses soldats et toujours en usage. Il est très beau ce dôme, vous voyez, il est couvert d'or, hein. C'est vraiment de l'or dessus, des feuilles d'or, ce qui fait que c'est le bâtiment de Paris le plus cher à entretenir. La dernière fois qu'on l'a restauré, en 89, on a utilisé 12 kilos d'or pour tout réparer. Mais ça vaut le coup, c'est aussi le musée de l'armée, avec une très belle collection d'armures de Moyen-Âge, et c'est là qu'on trouve la tombe de Napoléon. Qui est très prétentieuse, c'est vrai. On the left now, you can see a very nice building with blue dome, and some don't live on it. Hôtel des Invalides. Not a hotel, but a military hospital. Designed by a king during the 18th century and who I think is still in function, but only for the soldiers who were wounded during the war. At the same time, it became the Army Museum, and this is under this dome you can find the grave of Napoleon. You can also see a skyscraper on the side, on the left, Montparnasse Tower, 210 meters. The thing is, the Parisians hate this building because technically in Paris, in the center at least, you are not allowed to go above 33 meters. But this tower was pushed by the president, so it was done nonetheless. Vous aurez peut-être vu la tour Montparnasse à gauche. Vous savez qu'à Paris, normalement, il n'y a pas de gratte-ciel. C'est 33 de hauteur maximum dans le centre. Mais cette tour, elle fait 210 mètres, donc elle triche. En fait, c'est le président de la République de l'époque qui avait poussé pour sa construction. Et devant nous, on revient vers le pont de l'Alma. C'est le pont avec le zouave. C'est avec la statue qu'on utilise pour vérifier le niveau de la Seine. Le truc, c'est qu'à Paris, en fait, on a bien un problème avec une crue un peu spéciale. Avant, à Paris, il y avait plein de petites crues qui arrivaient chaque année au printemps. Et ça, c'est fini, puisque maintenant, on a 3 grands réservoirs avant Paris qui peuvent absorber le trop-plein du fleuve. Mais on a toujours un vrai problème avec la grande crue centenale de Paris. En fait, tous les 100 ans à peu près, dans l'histoire de la vallée de la Seine, eh ben, il y a une crue géante qui se produit et qui fait toujours beaucoup de dégâts. Une crue, c'est quand le fleuve déborde. Et la dernière fois que c'est produit, c'est en 1910. Donc depuis quelques années, c'est très possible qu'il y ait une énorme crue à Paris. Le fleuve va peut-être déborder et inonder complètement le centre de la ville. Malheureusement, on ne peut rien faire pour l'arrêter. Donc on attend et on croise les doigts. Ça pourrait coûter des milliards d'euros de réparation à la région. Les pompiers de Paris, par exemple, depuis quelques années, ils s'entraînent beaucoup au milieu inondé. Ils vont plonger sous l'Opéra notamment, où il y a un bassin. En 1910, la statue du zouave, vous allez voir de près, elle était immergée dans l'eau complètement jusqu'aux épaules. Tout le centre de Paris était sous l'eau. Et récemment encore, en 2016, l'eau est montée jusqu'à la taille de la statue. Beaucoup de Parisiens sont venus voir le spectacle, on a eu très peur, mais au final, on a eu de la chance. Mais ça reste possible n'importe quand. So in front of us, as you can see, we are going back toward Alma Bridge. So the bridge with this statue on the right side of this soldier, the zouave, we like to use to check the level of the river. Because the thing is, in Paris, we do have a very big issue. We want very special flood. They want they call the 100-year flood of Paris. Quite easy to understand. Every 100 years, more or less, in Paris history, there was a huge flood, which every time did a lot of damage. And the last time it took place was in 1910. So one of these years, almost for sure, there might be a huge and devastating flood in the city. Maybe billions of euros of reparation for Paris area, and nothing can be done to stop it. You can just wait and hope, finger crossed. In 1910, the statue was immersed completely to the shoulders. The whole center was underwater.
Recently, in 2016, all went to the valley. We were very scared, but in the end, we were okay. Maybe longer. Sur la gauche maintenant, on aperçoit une belle église russe. En fait, ça c'est la dernière église qu'on a construite à Paris en 2016. On l'appelle la cathédrale de la Sainte Trinité. On the left, you can see a beautiful Russian church, brand new, done in 2016, the Cathedral of the Holy Trinity. Et maintenant sur la droite, il y a un autre bâtiment qu'on n'a pas vu à l'allée. Ce gros bâtiment en pierre qui commence maintenant à droite. Vous allez voir des sculptures en bas-relief années 30, art déco, des sculptures rouges aussi au milieu, des colonnes. C'est ce qu'on appelle le Palais de Tokyo. C'est un des deux musées d'art moderne de la ville de Paris. Clairement pas aussi célèbre que son Pompidou, mais quand même un bel endroit. Et vous y verrez des expositions d'art contemporain, très contemporains. On the right, this big building made of stone, some red sculpture at the center, is called Tokyo Palace. A building from the 30s, one of the two modern art museums of Paris. Not as famous as the Pompidou Center, but a nice place, perfect to see some very modern art exhibition. Bon, et puis finalement, ça y est, on se rapproche de la grande star de Paris, la Tour Eiffel, que j'ai gardée pour la fin, comme ça je peux en parler avec un peu de détails, parce que la Tour Eiffel, moi je l'aime beaucoup personnellement, et je trouve qu'en plus, elle est un peu sous-estimée. Ça reste malgré tout cette Tour Eiffel, le monument le plus célèbre de France. Et quand on prend le temps d'y réfléchir, c'est presque un peu bizarre. Je veux dire, rien que dans la région parisienne, on a le Louvre, on a Versailles, on a Notre-Dame. N'importe lequel de ces monuments aurait pu, voire aurait dû devenir le symbole du pays. Mais à la place, cette grosse tour en métal qu'on avait faite temporairement pour une foire est devenue le symbole de la France. Ça nous rappelle quelque chose qu'on a un peu oublié aujourd'hui. C'est à quel point la Tour Eiffel, enfin cette tour, était incroyablement haute à regarder. En fait, la Tour Eiffel, ça a été la plus haute tour du monde entre 1889 et 1931, le Chrysler Building de New York. En 1889, à Paris, c'est l'exposition universelle, donc une grande foire, mais c'est aussi le centenaire de la Révolution. Donc c'est un très gros événement, et le gouvernement de l'époque veut en profiter pour épater le monde entier. Et pour faire ça, on va ouvrir un concours à Paris pour construire une entrée monumentale à l'exposition universelle, pour créer une tour géante en métal, une entrée monumentale à l'exposition universelle, qui aura la forme d'une tour géante en métal et haute de 300 mètres, la plus haute tour du monde. C'était un symbole pour impressionner tout le monde. Et le gagnant de ce concours, ça a été un célèbre ingénieur de pont, Gustave Eiffel, déjà surnommé le magicien du fer. Mais dès le départ, ce pauvre Eiffel, il y avait quand même beaucoup d'ennemis, puisque au départ, presque tout le monde en France déteste l'idée de la Tour Eiffel. Ça paraît atroce à ces gens d'imaginer une grosse structure en métal comme ça, au milieu de la belle ville en pierre de Paris. À l'époque, le métal, c'est pour les usines, c'est pas beau, on n'aime pas ça. En plus, on pense que c'est pas possible, que c'est trop haut. C'est comme aller sur la Lune, 300 mètres. Par exemple, des visiteurs avaient écrit que les premiers gens qui allaient monter tout en haut, ils allaient peut-être mourir à cause du manque d'air. On pensait qu'on allait finir dans l'espace. C'est pour ça que tout le monde a été très surpris quand Eiffel a fini dans les temps, en seulement 2 ans, 2 mois et 5 jours. C'est allé très vite parce que cette tour, en fait, c'est un peu un grand jeu de mécano pour ceux qui vont jouer. Il y a 18 038 pièces, toutes dessinées, percées, préfabriquées à l'avance dans l'usine d'Eiffel, avec une précision d'un dixième de millimètre, et montée sur place avec 2 500 000 rivets. En fait, cette tour, c'est un vrai chef-d'œuvre d'ingénierie. On ne se rend pas compte comme ça, mais elle a vraiment pulvérisé un plafond de verre. Après elle, plus rien semblait impossible à l'humanité. On a passé un peu un cap psychologique avec elle. Elle a aussi connu un très grand succès populaire, tout le monde l'a adorée, mais on aurait quand même dû la détruire en 1910. Si elle est toujours là, c'est parce que Eiffel lui a donné une fonction. Il a ajouté une grosse antenne radio au sommet en 1910, et là, d'un seul coup, elle est devenue très utile à l'armée. Donc maintenant, c'est la propriété de la ville de Paris, et si on la repeint comme il faut tous les 7 ans, elle pourrait durer aussi longtemps que la ville. D'ailleurs, on est en train de faire la 20e campagne de peinture. So finally, we are back at the feet of the Iron Lady, and clearly the most famous landmark of the country, the Eiffel Tower. It used to be actually the highest structure of the world. Between 1889 and 1931, the Chrysler Building of New York. In 1889, in France, it was a World Fair, but also the 100-year anniversary of the Revolution. So a huge event. And for the government back then, a chance to strike, to impress the whole world. So they opened a contest in Paris
for the construction of an entrance to the fair, which was supposed to take the shape of a giant tower made of iron and 300 meters tall, and 1,000 feet, the highest tower of the world. And the winner of this contest was Gustave Eiffel, a famous bridge engineer. But from the start, this poor Eiffel, he had a lot of enemies, because back then almost everybody in France hated the idea. It seemed really awful to these people to make a big iron structure. Iron was for factory, it was a bit dirty, in the middle of the beautiful stone city of Paris. And they used to think as well it was technically impossible, too high. It was almost like going to the moon. Some newspaper even wrote that the first visitor to go to the top, the puzzle. There are 18,038 pieces, and they were all pre-made in advance in its factory, with precision 1/10 of a